Bonjour, chers francophones, je suis le bonimenteur français. Je suis ici pour vous parler du cinéma français de A à Z. Qu'est-ce que t'es en train de foutre là? Bah, je danse, parce qu'on va enfin parler d'un film indien, Non. C'est un film franco-tamoul et il n'y a pas de chansons et de danse dans le film. Vous foutez de ma gueule là ou quoi? Non mais t'es chiant toi! Moi qui pensais présenter une nouvelle chorégraphie! Merde! Et puis tu sais, avec le cinéma indien, c'est vraiment compliqué tout ça parce que... C'est bon, on a compris monsieur Wikipédia, l'Inde ce n'est pas une seule communauté, l'Inde ce n'est pas un seul cinéma, etc. etc. Mais on ne va pas tergiverser parce que, 1, je ne connais pas assez bien le sujet, et de 2, je pense qu'on va en mettre des heures. Donc, on va parler du film, voilà, point barre. Donc... As-tu vu? Little Jaffna de Lawrence Vallin. Lawrence Vallin a tout d'abord commencé sa carrière en tant qu'acteur franco-indien et du Sri Lanka. Sacré mix. Je disais donc qu'il a commencé sa carrière d'acteur après des études difficiles et un BTS management en main où il suivra entre-temps des cours de théâtre pour trouver le déclic de rêver et d'être une autre personne de ce qu'il est vraiment. C'est là qu'il intégrera l'atelier de théâtre Blanche Salan, celui où est passé son acteur fétiche Vincent Cassel pour tout apprendre de cet art. C'est aussi à partir de là qu'il trouvera son nom de scène, Vallin, en prenant un petit bout de son nom d'origine, Visvalingram. J'avoue qu'avec ce nom, les gens auraient eu du mal à s'en rappeler. Il aurait pu avoir quelques rôles, mais peu qui l'auront plu, parce que c'était beaucoup des petits rôles qui avaient très peu de valeur et étaient très stéréotypés. En gros, il jouait l'indien de service avec l'accent indien alors qu'il est né en France. Je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'on me proposait des rôles, c'était souvent des rôles qui étaient calqués sur mes origines indiennes. Il y a un moment donné où je me suis dit, bon, est-ce que je peux faire autre chose que de faire l'Indien à chaque fois dans les films? C'est donc en 2016 qu'il obtiendra le concours d'entrée du programme de la résidence, qui est une formation courte et intensive pour les jeunes non diplômés issus de milieux modestes, lancée par la FEMIS. Prestigieuse école de cinéma qu'on a très souvent parlé dans mes vidéos. De ce cursus, il pourra apprendre d'autres arts que le jeu, comme celui de scénariste et bien sûr de réalisateur. C'est avec cet apprentissage très hargneux qu'il pourra proposer son premier court-métrage, Little Jaffna. Donc un court-métrage qui deviendra plus tard un long-métrage. C'est souvent la norme. Et vu qu'il fallait qu'il parle de ce qu'il ressentait, il a voulu mettre en avant ses origines, ce qui deviendra plus tard une force. Une force gagnante car il sera récompensé en 2017 avec le Grand Prix Ciné Banlieue, puis en 2018 avec le prix Canal+, au Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand. Et avec ce succès critique, ça lui fera sa vraie carte de visite. Mais il ne commencera pas à réaliser son premier film car il a encore besoin de se former. Donc il jouera dans certains courts-métrages jusqu'à sortir en 2020 son moyen-métrage The Loyal Man. Et avec enfin ses bagages en main, il pourra sereinement réaliser son premier long-métrage qui se nommait au départ Elam pour ensuite devenir le nom de son premier court-métrage Little Jaffna. C'est en 13 ans, c'est mon premier rôle dans un film français. Donc arrivera-t-il à nous proposer un polar qui noue cinéma indien et cinéma français? C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Little Jaffna de Lawrence Vallin est un pur polar urbain qui met en avant la communauté tamoul. Tout d'abord, on a une histoire classique d'infiltration où Michael, policier et d'origine du Sri Lanka, ira rejoindre un groupe criminel qui exporterait et blanchirait de l'argent au profit des rebelles séparatistes du Sri Lanka. Déjà, vu que ça traite de cette communauté, on peut voir des références au cinéma du Kollywood, un autre studio très connu de l'Inde, en plus de Bollywood. Mais il y en a plusieurs, et je vous conseille d'aller voir ce monsieur qui est plus calé que moi sur le cinéma indien. Je disais donc qu'il y a des références au cinéma du Kollywood avec cette colorimétrie vivace et certains ralentis exagérés de ce cinéma pour iconiser les personnages. Heureusement, il n'en fait pas trop. Ainsi que des petits clins d'œil de leur dieu vivant, Vijay. En fait, dans le cinéma tamoul, il y a énormément d'actions où les mecs se battent avec des katanas, des hachettes. Et en fait, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils reproduisent ce qu'ils ont vu au cinéma dans la réalité. Mais Lawrence ne restera pas à ces références-là. On peut y voir aussi du Scorsese. J'ai ressenti beaucoup de similitudes avec Les Infiltrés si on fait un parallèle avec le suivi du personnage de DiCaprio. Je me demande si c'est vraiment nécessaire toute cette violence. Non,
ça va. Et il y a aussi du Spring Breakers et du The Beach Boom pour ce milieu très éclatant et pop avec ses néons à foison qui peuvent nous permettre de nous offrir une identité visuelle singulière. Il y a un besoin de connecter l'Orient et l'Occident. Après, je craignais qu'il ait du mal à bien mettre en place son histoire parce qu'il y a quand même 6 scénaristes pour ce récit. On a Laurence Vallin, Marlène Post, Gaël Mas, Malissom Bovorasmi, Yacine Badet et Arthur Beaupère. Mais le scénario reste assez cohérent du début jusqu'à la fin en restant sur ces thématiques qu'il a mises en place dans ses courts-métrages qui sont la vengeance et la loyauté. Exactement le pari qu'on s'était lancé, en tout cas avec les producteurs, de faire ce film un peu un blockbuster d'auteur. Et c'est un pari qui est très risqué parce qu'en fait, pour le coup, quand on veut vendre ce film, bon, on ne sait pas comment le situer. On ne va pas se dire c'est un film social et un drama avec le conflit. On ne va pas se dire c'est un film thriller testostéroné. C'est les deux à la fois. Et donc c'est un endroit où c'est très compliqué à positionner le film, mais une fois qu'on rentre dedans, on est pris et on est happé. On dirait qu'on a pris un train et on ne s'arrête pas et on y va. Mais je ne vais pas dire que tout est parfait, car j'ai quand même eu des réticences sur la fin du film qui a l'air de se finir trop vite. L'infiltration se finit trop brutalement pour moi, bien que oui, il nous a préparé juste avant pour être à cet événement. Mais voilà, il manque une scène pour que je puisse accepter ce changement trop rapide de l'histoire. Cependant, je reste assez admiratif sur ce qu'il a fait pour un premier film. Surtout que j'aime bien cette mentalité qu'il a, où il s'est dit que pour ce film, ce n'était pas son premier, mais ça devait être son dernier. De quoi se dire qu'il n'a plus rien à perdre. Puis dans sa narration, il expose une bonne partie de son pays natal avec ses informations en continu qui se suivent et peuvent changer le choix des personnages. Malheureusement, je ne suis pas assez connaisseur de ce qui se passe au Sri Lanka pour juger que ce qu'il montre est vrai ou non. Mais le film reste compréhensible pour les non-connaisseurs de la région. C'était ça que je voulais, c'est que d'un coup, on mette une lumière sur un conflit qui s'est terminé en 2009, mais encore maintenant, les Tamouls de là-bas sont dans une situation compliquée. Et pour moi, c'était, moi en tout cas, qui suis né en France, qui a grandi en France, c'était pour moi une manière de dire qu'on les oublie pas. Et bien sûr, on sent que c'est un film personnel et qu'il voulait mettre plus de relief sur cette communauté qu'on ne voit pas très souvent dans le cinéma français, mais lorsqu'on la voit, elle représente l'immigré qui ne parle pas et n'a pas tant que ça de développement. À part peut-être Dipan. Après, on peut discuter. Et donc, j'avais aussi besoin de raconter la communauté tamoule comme moi je l'aperçois. Et d'une autre manière, parce que voilà, que ce soit Dipan, ça soit toujours quelqu'un qui a fui un pays, qui arrive, et c'est la représentation d'un migrant en France, comment il est perçu dans la société en France. Et je me suis dit, ok, je me reconnais pas peut-être dans cette représentation-là, et j'avais envie d'une autre représentation. Puis il y a de l'action, mais le long métrage est plus centré sur de l'intimité et sur des personnages qui vivent dans une certaine solitude palpable, avec une perte de quelque chose. Après, Vallin arrive bien à nous faire ressentir de la tension quand il le faut. Rien qu'avec la présence du chef du groupe, tu sais qu'il n'est pas là pour rigoler. C'est là aussi que vient au cours de ce récit la quête de l'identité. Est-il plus tamoul ou français? Et le choix d'avoir un protagoniste qui a un vitiligo, En gros, tu as de grosses taches blanches sur n'importe quel endroit du corps. l'amène à se questionner pour savoir s'il doit accepter sa partie blanche ou sa partie tamoul. Je trouvais qu'il y avait beaucoup plus de complexité là-dedans, d'aller chercher quelque chose où comment on allait vivre un personnage qui soit tiraillé entre ces deux identités et comment il va jongler avec tout le long. Et pour moi, c'était ça le vrai enjeu du film. C'était pas de dire choisis entre l'un et l'autre, parce que c'est le truc qu'on attend tous en disant bon bah il va renier sa patrie d'accueil, il va aller prendre sa patrie d'origine, ou il va renier sa patrie d'origine et il va aller prendre sa patrie d'accueil. Moi, je me suis dit non, j'ai envie qu'il prenne les deux. Et il prend les deux, ça veut dire qu'il va être quelqu'un de différent et comment il va jongler avec les deux. Et au sujet des acteurs indiens, beaucoup sont considérés comme des dieux vivants dans leur pays natal, avec de très grands moments héroïques pour les iconiser. Sauf que là, le héros est complètement déconstruit, il n'est plus une figure mythologique, car le réalisateur veut le considérer comme un simple mortel, où il n'accomplira pas toujours pour le bien de tous. Et quand on regarde la fin, on ne sait pas ce qu'il adviendra de son histoire, car même s'il y a une réelle conclusion de l'affaire, il y a certains indices qui montrent qu'il pourrait en faire une suite, si bien sûr le film fonctionne. Ensuite, pour ce qui est du casting, on voit qu'il y a beaucoup de non-professionnels, mais il n'en reste pas moins qu'il les a bien dirigés. En fait, on a fait vraiment un stage avec tous les jeunes qu'on avait sélectionnés et même d'autres qui étaient au départ sélectionnés. À partir de ce moment-là, en fait, on a vu ceux qui allaient tenir sur la durée. Parce que pareil, c'est que c'est une discipline et un tournage, ça demande une certaine discipline, une certaine rigueur. Et en fait, on a certains qui ont pas tenu la cadence.
Et donc pour moi, c'était à travers ces stages, on a pu voir ceux qui allaient tenir jusqu'au bout et ceux qui n'allaient pas vraiment aller au bout du processus. Donc à partir de là, on a défini les groupes en se disant bon bah ceux-là, on va continuer avec eux. D'autres, on a dit bon bah finalement ça ne le fera pas. Et en fait, quand on a eu le noyau dur, derrière on a fait des lectures du scénario ensemble. On a fait plusieurs lectures avant de partir sur le tournage parce que c'était aussi quelque chose qui était hyper important qu'ils se sentent à l'aise avec ce qu'ils allaient jouer. Et surtout, en fait, pour travailler la cohésion des acteurs, on a fait des répétitions de cascades, parce que voilà, il y a eu pas mal de bagarres dans le film, et ça, faut se préparer. Et il y a un côté très ludique, c'est qu'en se préparant, il y a vraiment un truc très... d'un coup, on crée quelque chose ensemble, et il y a une vraie complicité qui se crée à ce moment-là. Et donc, quand on arrive sur le tournage, il y a vraiment toute une énergie qui est déjà là parce qu'on a vécu plein de choses ensemble, que ce soit à partir des stages, à partir du casting. Et moi, en fait, je suis là dès le début du casting et je me présente pas en tant que réalisateur, mais en tant que réplique. Je leur dis pas que je suis réalisateur, je préfère être dans un truc où ils n'aient pas la pression de se dire on doit convaincre un réalisateur, mais juste d'être là naturel et de parler avec eux et de jouer avec eux pour voir déjà est-ce que dans un premier temps, on arrive à jouer ensemble. Après, on peut quand même trouver certains noms connus du cinéma tamoul comme Vela Ramamurthy ou Radhika Sarathkumar. On peut aussi mettre dans les noms français Marilou Ossilou, mais elle n'est pas tant que ça là. Sinon, c'est vraiment Laurence Valin qui est dans toutes les séquences et donne le meilleur de lui-même. En plus de diriger aussi, faut pas l'oublier. Il y parcelle toutes les émotions de joie lorsqu'il est dans le groupe, mais lorsqu'il est seul ou avec sa grand-mère, il y a une certaine tristesse, un certain trouble qui s'y dégage. Une découverte qui vaut son pesant d'or. Puis pour ce qui est du titre Little Jaffna, vous avez compris que ça représentait un quartier dans le 18e arrondissement de Paris. Donc c'est là où se retrouvent en fait dans les années 80-90, les Tamouls qui ont fui la guerre au Sri Lanka se sont retrouvés dans ce quartier-là. Et ils ont créé leur première boutique là-bas. Et à partir de là, en fait, le but de ça, c'est de savoir que quand les Tamouls ils arrivent du pays, ils ont un côté « ok, on est encore au pays ». Et en même temps, il n'y a aucun Tamoul qui vive à même la Chapelle, c'est qu'ils viennent se retrouver là dans ce quartier et après derrière, ils rentrent dans les banlieues. Donc avec sa caméra, il donne à ce quartier plus de couleurs et d'élévation pour obtenir une certaine beauté de ce lieu. À certains moments, je ne me suis plus reconnu dans un quartier parisien, mais un quartier indien. En fait, pour moi, ce qui était important, c'était que les gens ne se disent pas on est à Paris. Parce que quand on rentre dans le film, la plupart des gens se pensent qu'on est en Inde parce que je filme que des gens qui ont ma couleur de peau et on est dans une fête de Ganesh où il y a que ça et on se dit c'est impossible qu'on soit à Paris. On se pose pas la question et les gens ça ne traverse pas l'esprit parce qu'ils se disent juste en fait c'est pas possible, il n'y a pas un seul blanc dans le plan. Comment ça se passe? Et en fait, j'ai joué avec ça pour justement changer la perception qu'on avait de notre Paris et de me dire, en fait, à un moment donné, je vais changer même, on va dire, avec le chef-op, on a travaillé les couleurs aussi du film pour amener quelque chose qui n'est pas parisien. Et donc, c'est vrai qu'il y a un côté un peu plus dans les films plus coréens ou plus le cinéma du sud de l'Inde pour aller chercher ce truc d'un coup, on a la sensation d'être dans un film étranger. Et pour moi, c'était très important d'amener ça au début du film pour dire, c'est des gens qui sont étrangers et petit à petit, comment notre personnage principal, qui est français et qui rentre dans cette communauté, va plonger dedans et va petit à petit la déchiffrer. Et que quand on arrive à la fin du film et qu'on revient dans cette fête de Ganesh, on se dise, en fait, on est à Paris et c'est normal, c'est des gens qu'on connaît mieux parce qu'on a fait ce trajet-là avec le personnage. Et pour ce qui est de la musique du film, il fera appel à Maxence Dussert. Dans cette BO, il donnera des sonorités grondantes pour s'approcher de la musicalité du cinéma de Hollywood qui met en place une force tribale dans le son pour ensuite aller vers un ailleurs et progressivement faire quelque chose de plus atmosphérique pour finir vers une intensité folle avec l'apparition du chœur. Et là, ça devient plus mélodieux, plus émotionnel pour refléter la dualité du personnage ainsi que de ses doutes. Bref, un film où je ne peux pas totalement dire qu'il est parfait, mais qui vaut le coup d'être vu pour ce sujet très peu traité sur le Sri Lanka et de cette envie de proposer autre chose, un autre monde dans l'audiovisuel français, comme beaucoup de films qui sont sortis depuis le début de l'année. En fait, plus le film est vu, plus en tout cas cette histoire et aussi des nouveaux visages du cinéma français peuvent éclore parce que c'est un endroit où je me dis voilà, c'est des visages qu'on n'a pas l'habitude de voir et moi c'est quelque chose que j'ai rêvé depuis que j'ai 13 ans en me disant j'ai pas de modèle. On n'a pas de modèle et pour moi ce film c'est aussi quelque chose où d'un coup un jeune qui est issu d'une double culture se dise qui se disent voilà si ce mec là peut le faire moi aussi je peux le faire. Sur ce je vous dis à la prochaine et je mentionne les films que vous oubliez de mentionner.
உயிரோட தான் இருக்கிற ஓ நான் உங்களை தான் இருக்கிறேன் ஐயா பொய் சொல்கிறேன்